Je suis Isabelle Poitou, la fondatrice et la directrice de l'association Mer-Terre. Je suis biologiste marin et docteur en aménagement et urbanisme. Je me suis spécialisée sur la mesure quantitative et qualitative des déchets abandonnés diffus et des déchets marins, des macrodéchets. Je suis l'une des pionnières en France, j'ai commencé il y a une trentaine d'années. J'ai réalisé d'abord des études de caractérisation de ces déchets, j'ai développé des méthodes standardisées et j'ai créé l'association Mer-Terre en comprenant qu'il était essentiel qu'un organisme se dédie entièrement à ce sujet majeur. L'association Mer-Terre est née à Marseille en 2000. Elle consiste à rassembler, unir toutes les forces. C'est vraiment la valeur de l'association, c'est réussir à faire en sorte que toutes ces opérations de nettoyage citoyennes qui sont magnifiques, qui sont formidables, soient centralisées et permettent d'acquérir des connaissances utiles à la décision. Donc on a créé une plateforme de sciences collaboratives avec le Muséum national d'histoire naturelle qui développe cette plateforme. Et on est soutenu par le ministère de la Transition écologique dans le cadre de la feuille de route du ministère sur la lutte contre les déchets marins. Et également par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque nous sommes pilotes dans cette région et la région est dans un programme zéro plastique en Méditerranée en 2030 et elle s'appuie sur notre plateforme de sciences collaboratives Remède Zéro Plastique, réseau méditerranéen zéro plastique, qui centralise toutes ces données et elle a été déployée ensuite au niveau national avec zéro déchet sauvage et ce sont des outils collaboratifs qui sont au service des pouvoirs publics pour agir à la source du problème. Ce sont des données communes qui sont centralisées, c'est un bien commun. Nous coordonnons des opérations depuis des années, notamment Calanque Propre, qui fédère et qui coordonne entre 60 et 80 organisations, ça dépend des années. Nous avons déployé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Finalement, nous travaillons avec des copilotes dans les territoires. On ne crée pas des antennes de Mer-Terre, mais on accompagne les acteurs experts de leur territoire dans l'application de méthodes de caractérisation des déchets, de méthodes d'accompagnement des collectivités territoriales. On fait monter tout le monde en compétences, et ceci dans le territoire français, territoire d'outre-mer. Nous travaillons également au niveau européen, dans des programmes européens, mais également au niveau international. Et l'une des vocations, ce serait de s'étendre et fournir toute cette expérience, essayer d'outiller tous les pays qu'on aurait besoin. Alors l'opération Calanque Propre est née en 2003 dans l'esprit d'une association qui s'appelle Marseille Horizon, qui rassemblait des voileux. Se sont dit c'est pas possible, on est quand même capable de faire des choses positives à Marseille. Il y a plein d'associations qui font des opérations de nettoyage, mais elles font chacune ça dans leur coin. Allez, essayons de fédérer tout le monde sur un même jour, une même date, mutualiser les moyens et renforcer le retentissement de cette opération. Et donc Calanque Propre est devenue la bannière sous laquelle les associations se sont fédérées. C'était au départ des sociétés nautiques, des comités d'intérêt de quartier, des associations d'usagers du parc national des Calanques, des associations sportives. Tous ensemble, on s'est fédérés. En 2005, j'ai rejoint cette opération pour caractériser les déchets à la demande de Marseille Horizon. En 2008, ils m'ont un petit peu remis le bébé dans les mains parce que j'étais vraiment engagée à temps plein sur ces questions. Et j'ai déployé Calanque Propre et je me suis retrouvée à coordonner cette opération depuis 2008. On a fêté les 20 ans là, cette année. Et ça a été un succès croissant avec de plus en plus d'associations qui se sont associées à l'opération. C'est devenu une opération reconnue comme l'une des meilleures solutions et meilleures actions au niveau européen. C'est un outil de retentissement puissant puisque les médias s'intéressent à nos activités. Nous avons grâce à cela rassemblé de la donnée. Calanque Propre, c'est une opération laboratoire. Ça m'a permis d'initier ces outils de caractérisation, de les tester avec des acteurs qui n'étaient pas familiers du tout avec ces données, avec cette démarche de mesurer. Ils ont rentré les données dans la plateforme. On acquiert un état des lieux des données dans le parc national des Calanques notamment, qui a servi à élaborer un diagnostic dans le cadre d'un plan de lutte déchets abandonnés diffus qui est financé aujourd'hui par Citeo. Et finalement, ces données anciennes ont permis de définir les hotspots, les points noirs, les zones à problème, caractériser les typologies de zones, les typologies de déchets, orienter les actions prioritaires à mener dans le parc. Et finalement, Calanque Propre est une initiative qui marche super bien et qui a fait des petits dans le reste de la région et partout en France, parce qu'on a maintenant Provence Propre, on a Yvonne Propre, on a Rivière Propre. Voilà, on n'a rien inventé, hein. Ce sont des initiatives qui sont assez de bon sens et donc partout dans le monde il y en a. Mais Calanque Propre fait partie des plus anciennes et elle fédère un grand nombre d'acteurs très très diversifiés. C'est ça la force aussi, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs différents, d'origines très différentes qui rejoignent cette opération et ça c'est aussi un succès et j'en suis assez fière aussi.
On va, quand on fait notre opération de ramassage, faire un sac pour le plastique, un sac pour le métal et le carton, papier, un sac pour le verre et les textiles. Ensuite, on va trier après le ramassage et on va pouvoir mesurer, compter le volume, le poids de ces déchets. On mesure également le nombre de bouteilles en plastique, les canettes en aluminium et les bouteilles en verre, les mégots de cigarettes, les gros objets, les choses faciles à compter. Tout ça, ensuite, c'est rentré dans une base de données, zéro déchet sauvage. Ensuite, ces données, la structure, l'association ou la collectivité ou la commune, elle va avoir son tableau de bord dans la plateforme. Et elle va pouvoir voir ces évolutions de déchets. Elle peut adopter une zone, revenir régulièrement avec cette même méthode scientifique et ils vont compter quel objet j'ai, quel déchet, des Capri Sun, des Coca. Et ensuite, il y a des data visualisations, c'est-à-dire des graphiques, des courbes où on va voir l'évolution de ces déchets sur une même zone. Ça permet de cibler, tiens, j'ai plein d'emballages de friandises, je suis à côté d'un collège, peut-être je serais intelligent de faire une campagne de communication, de sensibilisation au sein du collège. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui vont la faire, cette campagne. Et ensuite, on va continuer à mesurer sur cette même zone et ils vont voir l'évolution de la réduction de ces déchets, on l'espère. Les déchets sauvages représentent un problème majeur parce qu'ils avancent à visage couvert. C'est-à-dire qu'au départ, ils n'ont pas l'air inoffensifs. Donc c'est ça qui les rend extrêmement dangereux parce que du fait de leur caractère familier, inoffensif, on les jette sans faire attention. Tout le monde a, depuis toujours, on fait comme ça, c'est normal, on jette son mégot par terre, c'est plein de merde. Ce sont des buvards à produits chimiques toxiques. En tant qu'objet, le plastique est non biodégradable et on sait à quel point la production de plastique croît et elle va doubler dans les prochaines années. Elle est déjà énorme. On a 8 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits dans le monde en 40 ans. Et malheureusement, ces plastiques sont en train de montrer leurs effets négatifs. C'est une bombe à retardement. Ces plastiques se cassent en petits morceaux sous l'action du soleil. Ils ne sont pas biodégradables. Les organismes et le vivant est incapable, est impuissant à couper les liaisons entre les hydrogènes et les carbones. En revanche, les rayons solaires vont être capables de casser les liaisons entre les hydrogènes et les carbones des polycarbonés et vont relarguer dans l'environnement tous ces polluants chimiques dont on ne connaît même plus la composition puisque les fabricants gardent jalousement leur formule chimique. En fait, quand on s'intéresse à ce sujet des déchets abandonnés diffus et notamment des plastiques, on se rend compte qu'on ouvre une porte qui en ouvre plein derrière. C'est-à-dire qu'il faudrait être spécialiste de telle typologie de plastique, de tel objet, dans tel compartiment de l'environnement, comment il se comporte. À chaque fois, c'est de la recherche, c'est quels sont les impacts sur la faune, la flore, c'est énorme comme sujet. On n'étudie pas juste le cadmium, juste le plomb, on étudie des objets qui sont très complexes et qui ont des effets très polluants à plein de niveaux, en tant qu'objet macro et ensuite en microparticules, en nanoparticules, et on a des informations récentes qui nous montrent que ça peut même rentrer dans les cellules du sang. En fait, il y a des inquiétudes à plein de niveaux qui sont en train d'émerger et c'est en train de devenir des objets non biodégradables et qui ont des effets extrêmement nocifs pour notre santé, pour celle de la biodiversité et de la faune, de la flore et des écosystèmes de façon générale. Pour lutter contre ces déchets dans la nature, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, prendre connaissance et conscience de la réalité et de l'existence de ce problème et communiquer à tous les niveaux, à chaque échelle du socio-écosystème qui produit, du patron de fabricants de plastique aux éboueurs, aux enfants, à tous les niveaux du socio-écosystème doit savoir la gravité de l'enjeu et ne plus dire « je ne savais pas ». La loi AGEC anti-gaspi économie circulaire a permis de demander aux industriels de financer la collecte des déchets abandonnés diffus. Donc enfin, une case est née où les pouvoirs publics ont le droit et l'autorisation du système d'aller mettre de l'argent qu'on va leur donner à condition qu'ils proposent des plans de lutte déchets abandonnés diffus. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça veut dire qu'on a un signal cohérent sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que je suis un individu, je ne vais pas penser que je suis toute seule ou toute seule parce que mon écosystème va commencer à communiquer de façon importante et sensibiliser, éduquer. Les services techniques des collectivités territoriales vont être formés, impliqués et vont développer des solutions mieux adaptées. Les associations, tous les organes de communication vont être cohérents dans leur discours et vont accompagner les différentes parties de ce socio-écosystème dans des actions de prévention, curatives. Voilà. Donc, je suis confiante. Aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans,
sur le fait que l'humain, l'espèce humaine, a une capacité de résilience et d'adaptation et de changement hyper forte. C'est-à-dire quand elle a compris et qu'elle se dote de moyens, elle est capable de changer considérablement les choses. Les déchets, c'est la pollution la plus facile à enrayer en vrai. Ce que je trouve le plus important, c'est que nous recréons du lien entre l'individu et son environnement, entre l'individu et ses camarades, entre l'individu et ce qu'il consomme. Ça responsabilise, ça met de la conscience. Dans ces opérations de nettoyage, en fait, c'est un truc de b.a.-ba de faire des choses positives ensemble, de se redonner l'espoir, c'est-à-dire que ouais, j'ose espérer que c'est possible, que nous réussissions à changer les choses. Quand je m'engage le week-end ou en semaine pour aller faire une opération de nettoyage, ça veut dire que je n'ai pas baissé les bras, ça veut dire que j'ose continuer à y croire. Ça vient appuyer sur ce qui est bon chez l'humain et surtout sur son besoin d'espérer. Un écosystème, c'est ça, c'est quelle est la qualité des relations qu'ont les individus entre eux, les individus d'une même espèce, mais aussi les individus entre espèces différentes et avec leur environnement. La qualité des écosystèmes, ça va être le fruit de la qualité que chaque individu va avoir avec lui-même et avec les autres et avec son environnement, dans nos sociétés humaines. L'humain fait partie d'un ensemble vivant qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, dont il n'a pas les clés, il n'a pas le pouvoir de créer la vie, de régler les écosystèmes. On est très chanceux que le vivant soit aussi extrêmement bien fait et intelligent. Donc retrouver cette place humble de l'homme au milieu de ce système qui fonctionne tout seul et de s'en inspirer. Écoutons la nature et d'abord celle qui est en nous, parce que nous sommes de la nature, nous sommes une part de la nature, mais nous sommes de la nature consciente. Et donc c'est éclairé grâce à la connaissance, au savoir, grâce au travail qui a été fait par nos pères depuis des générations et des générations qui, grâce à eux, nous font gagner énormément de temps. Et grâce à cette intelligence du vivant et ce bon sens du pratique et du concret et du terrain, ensemble, je pense qu'on peut réussir à réorienter une trajectoire qui soit vers la vie et sortir de cette espèce de cercle infernal dans lequel on est rentré. C'est retrouver la voie du vivant et de la joie de la vie.